Ogo Bagna est 8e édition. Le festival a été lancé cet après-midi. Les cultures locales à l'épreuve de la mondialisation, les formes de résidence des communautés. C'est le thème de cette édition qui a comme invité d'honneur les Keltamachèques. On note la présence de la Guinée. L'autorité indépendante de gestion des élections EJ tient sa première réunion du comité de pilotage. À l'ordre du jour, le fonctionnement de l'EJ et sa collaboration avec les autres structures comme le ministère en charge de l'administration territoriale, relever le défi de la tenue des futures élections. C'est la volonté réaffirmée par les membres de l'autorité. Rendre la justice plus proche des citoyens, c'est l'un des objectifs de la Semaine de la Justice. Le coup d'envoi de la première édition a été donné ce matin à Bamako, une semaine au cours de laquelle les étudiants professionnels du droit et les justiciables vont participer à des conférences sur différentes thématiques. Sport Football CHAN 2022, le Mali joue ce mardi son match de qualification pour les quarts de finale. Ce sera face à la Mauritanie. Sortir vainqueur de la rencontre est nécessaire après le nul contre l'Angola. Les enjeux du match Mali-Mauritanie, c'est en fin d'édition. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous suivre. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a reçu cet après-midi une délégation des ressortissants, des représentants des ressortissants du cercle d'Ansongo. Ils étaient venus faire part de leurs préoccupations, notamment la situation sécuritaire. Ils ont également un souhait, c'est de faire de leur cercle une région. Écoutons une déclaration lue par le porte-parole de la délégation, Saloum Moussa Maïga. Il est au micro de Mamadou Fani. Population d'Ansongo, à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. Ansongo, berceau de l'Empire Songhoi, une des premières subdivisions du Soudan français. Érigée en cercle à l'indépendance du Mali, Ansongo est demeuré cercle depuis 63 ans sans aucun changement administratif. Ansongo mérite d'être érigé en région pour les raisons plus qu'évidentes. Une population de plus de 225 841 habitants, une superficie de 23 614 km², Ansongo issu de l'Empire Songhoi, riche de son histoire, de son économie, de sa culture, de ses traditions, Ansongo mérite d'être érigé en région, surtout de par sa position géographique. Ensuite, dans la synthèse des assises nationales, à Ansongo, les populations ont exprimé le même souhait, à savoir l'érection d'Ansongo en région. Ceci a poussé les populations d'Ansongo à sortir massivement le jeudi 12 janvier 2023 lors d'une marche pacifique pour exprimer leur souhait. L'érection d'Ansongo en région qui peut porter le nom de région de Koukia. Les populations d'Ansongo vous disent merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour relever le Mali au rang des grandes nations. Nous, population d'Ansongo, nous soutenons dans les différentes actions en vue de réussir la transition. Première réunion du comité de pilotage de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ. Au centre des débats, le fonctionnement de l'EJ et sa collaboration avec les autres structures comme le ministère en charge de l'administration territoriale, occasion pour le président de l'EJ et le ministre de tutelle de réaffirmer leur volonté commune de relever le défi de la tenue des échéances électorales à venir. Alousseni Touré. L'EJ est à présent à pied d'œuvre dans l'accomplissement de son travail consistant à conduire le processus électoral. Après son installation dans ce nouveau siège, l'EJ tient la première session de son comité de pilotage, occasion pour le responsable de la structure de dérouler les actions à entreprendre. C'est le lieu pour moi, ou disais-je, pour nous, de remercier l'État du Mali, notre État, pour les efforts consentis pour le démarrage de nos activités, que nous souhaitons continue cet effort effectif dans tous les domaines d'intervention de cette nouvelle administration électorale d'apparition récente dans notre cadre institutionnel. Il y a lieu aussi de noter les actions en cours pour le recrutement des chefs de département par voie d'appel à candidature et les déploiements prochains du personnel de l'ex-délégation générale aux élections, aujourd'hui totalement absorbé
par l'autorité indépendante de gestion des élections dont elle fait partie intégrante. Quelques difficultés freinent cependant l'EJ dans son élan. Au titre de la mise en place des coordinations de l'EJ, il a lieu de signaler quelques contraintes liées à la perspective de l'adoption par le CNT de la loi relative à la réorganisation territoriale. Nous attendons l'effectivité de cette nouvelle configuration territoriale pour la mise en place de toutes les coordinations de l'EJ, ainsi que l'actualisation définitive du fichier électoral sur la base du nouveau découpage territorial. La réussite du référendum et des élections générales appelle sans nul doute à relever les défis dont, entre autres, le financement à temps, non seulement des dépenses de fonctionnement, mais aussi des dépenses relatives aux opérations référendaires et électorales. Le tout dans un cadre d'étroite collaboration entre tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. En tout cas, le gouvernement s'est dit disposé à jouer toute sa partition dans le cadre de la collaboration pour des élections à hauteur des attentes. Le présent cadre technique qui nous regroupe ce matin constitue aussi une occasion de poursuivre les échanges en vue de mieux relever les défis de l'organisation d'élections crédibles et transparentes, conformément à la vision de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Comme prévu, dans sa décision de création, le comité de pilotage permet, entre autres, de contribuer à l'élaboration des procédures et actes visant à assurer la bonne organisation des élections, à la régularité des opérations électorales en rapport avec l'EJ, à la mobilisation des moyens humains, financiers et matériels nécessaires à la conduite du processus électoral, à la supervision et au contrôle des activités des autorités administratives, à la conception et au suivi de la mise en œuvre des actions de formation destinées aux autorités administratives et aux agents électoraux, à la sensibilisation et à la mobilisation des citoyens à l'occasion des différents scrutins, à l'acheminement du matériel et des documents électoraux, et enfin à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan de communication. Notre objectif en instaurant ce comité de pilotage est qu'il puisse être un cadre de coordination des actions des départements ministériels concernés par les élections et des partenaires techniques et financiers. Il ne s'agit nullement de faire écran à l'EJ, qui, je le rappelle une fois de plus, est chargé de l'organisation de toutes les opérations référendaires et électorales, le gouvernement ne venant qu'en appui. En marge des travaux du comité de pilotage, le ministre a visité les nouveaux locaux de l'EJ situés à Badlabougou. Le coup d'envoi de la première édition de la Semaine de la Justice a été donné ce matin au CICB par le ministre des Tutelles, Mahamadou Kassogué. Elle a pour objectif de rendre la justice plus proche des citoyens, de les informer sur leurs droits et de promouvoir la bonne distribution de la justice. Cette semaine est destinée principalement aux étudiants, aux professionnels de droit et aux justiciables. Au programme, des conférences suivies de journées portes ouvertes de certaines structures. Le compte-rendu de Adama Djimde. Première du genre, cette semaine de la justice regroupe l'ensemble des acteurs du corps, juges, procureurs, présidents de juridiction, avocats, huissiers, commissaires de justice et notaires. Elle vise à rendre la justice plus proche des citoyens, de les informer sur leurs droits et de promouvoir la bonne distribution de la justice. M'adressant aux acteurs de la justice, je voudrais exprimer ici, solennellement, au nom de l'ensemble de la famille judiciaire, ma profonde gratitude à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le Dr Shogel Kokala Maïga, pour la confiance placée en la justice, pour soutenir et accompagner la dynamique des changements et de refondation de notre pays à travers des valeurs et des principes dont nul ne peut contester le bien fondé et la pertinence. Il nous appartient, à nous, acteurs de la justice, à quelque niveau que ce soit, dans l'administration et la distribution de la justice, de tout mettre en œuvre pour mériter cette confiance des plus hautes autorités. Le ministre dira que la justice serait mieux acceptée si les citoyens ont accès aux informations dont ils ont besoin pour comprendre les mécanismes à travers lesquels elle est rendue, notamment les juridictions compétentes, la procédure suivie devant elles, les frais de justice, les voies de recours et les voies par lesquelles
la décision définitive peut recevoir exécution. Pour lui, la justice est moins connue. À titre d'illustration, une enquête menée en 2018 sur les besoins des Maliens en matière de justice révèle que 32% de nos compatriotes sont informés sur la justice par les canaux familial ou parental, contre 3% par l'avocat et 2% par les bureaux d'accueil et d'orientation des services judiciaires. La même étude démontre que 19% des Maliens ne savaient pas ce qu'il fallait faire quand un problème de justice se posait, en ce sens qu'ils ignorent comment trouver l'information pertinente. Elle a permis également de comprendre que 30% des justiciables pensaient qu'ils n'avaient pas besoin d'être informés sur la justice. À l'analyse de ces statistiques, la responsabilité est partagée entre le système judiciaire et les justiciables. Pour le chef du département, un accent doit être mis sur la lutte contre le terrorisme, la corruption, la cybercriminalité et les pratiques liées à l'esclavage par ascendance. Quant au président de la commission d'organisation de la présente session, il est revenu sur les grands chantiers du département en 2022 et les innovations apportées. Notre ministère, au cours de l'année 2022, a pu mesurer la réalité de cette assertion par une succession de premières fois dans plusieurs domaines, dont le premier pôle national financier, la première école de l'administration pénitentiaire de l'éducation surveillée en cours, la première direction des droits de l'homme en cours de création, le premier pôle judiciaire de lutte contre la cybercriminalité, la première agence de gestion des biens gelés, saisis ou confisqués, la première édition de la Semaine de la Justice, marquant ainsi de manière indélébile l'histoire du département en inventant ou en instituant ce qui n'avait jamais existé d'antan. Au programme de cette première session, des conférences de parquet, de sièges, un déjeuner débat avec la presse et la société civile et une journée porte ouverte du pôle économique, du tribunal de travail, du tribunal pour enfants et les services centraux du département. Pour le développement du secteur numérique, le complexe numérique de Bamako et l'entreprise Danew Talla Electronics veulent cheminer ensemble. C'est pourquoi ils ont signé un protocole de partenariat cet après-midi. En marge de cette signature, ils ont procédé également au lancement officiel du centre d'excellence. Le point avec Abdul Karim Kaba. En paraphant ces documents, le complexe numérique de Bamako et Danew Talla Electronics scellent ainsi un partenariat pour le développement du numérique au Mali. À travers cette convention entre les deux structures, c'est l'un des objectifs du complexe numérique qui est atteint, à savoir l'assurance du développement du potentiel des technologies de l'information et de la communication. Le complexe numérique de Bamako, de par sa mission, a deux principales vocations. La première, c'est former les jeunes, c'est transformer les jeunes. Et la seconde, c'est développer l'écosystème du numérique, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Nous appelons à vous associer à nous, à vous associer à la BAD, à vous associer aux entreprises du numérique, à prendre en charge le financement des start-up pour que nous puissions demain espérer un Mali plus intelligent et encore un Mali plus brillant pour chacun d'entre nous. En investissant dans le secteur du numérique, c'est contribuer dans le bien-être des Maliens. C'est ce qu'a compris l'entreprise Danew Talla Electronics. La société Danew Talla Electronics a été créée en décembre 2021. C'est une société jeune qui a un projet très ambitieux pour le Mali dans le domaine du numérique. C'est pour cela qu'il nous en semble essentiel de nouer un partenariat avec le complexe numérique dont l'objectif est justement d'aider les institutions et les entreprises maliennes à se développer et à réussir dans le secteur du numérique. Le projet de Danew Talla Electronics doit permettre de créer 1300 emplois d'ici 2025. En plus de l'usine d'assemblage d'ordinateurs portables, de tablettes électroniques à Bamako, le complexe numérique et son partenaire Danew Talla Electronics se lancent également dans la formation, d'où l'inauguration du centre d'excellence. C'est là pour favoriser l'accès des PC, tablettes et téléphones portables à tous les Maliens et à moindre coût.
Ouverture cet après-midi de la 8e édition du festival culturel Ogobanya sous la présidence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Cette année, le thème est « Les cultures locales à l'épreuve de la mondialisation, les formes de résidence des communautés ». Les Tamashek sont les invités d'honneur et la Guinée est au rendez-vous avec une forte délégation. Compte rendu Cheikh Oumar Sangari. Ogobanya, 8 lettres, 8e édition, les symboliques sont fortes pour l'édition 2023 qui s'ouvre. Les expressions artistiques et culturelles du Mali résonnent dans leur authenticité et dans leur diversité. La Guinée, grande famille Dogon, sonne l'union intercommunautaire et le Mali confirme les dictons selon lesquels la culture s'adapte à toutes les situations. C'est ce qui explique d'ailleurs le thème central qui est les cultures locales à l'épreuve de la mondialisation, les formes de résilience des communautés. À travers le festival Ogobanya, il s'agit pour nous et les autres communautés partenaires de redonner espoir. Espoir pour que vive notre culture. Espoir pour que vivent ces acteurs, nonobstant la crise qui est également une crise d'activité. Espoir pour permettre à nos artisans, nos tradithérapeutes, nos artistes, nos paysans, etc., de maintenir une forme d'opportunité économique. Le festival Ogobanya met en exergue ce qui fortifie nos liens sociaux, d'où la dimension intercommunautaire de l'événement. Cette année, c'est la communauté Keltamachek qui est invitée d'honneur. Ici au Mali, que l'on soit peu, Dogon, Keltamachek ou autre, on est d'abord humain et chacun de nous partage tant de valeurs de l'autre, son frère, sa sœur ou son cousin. C'est cela, notre force. Avant la République, le Mali était d'abord une nation. Revenir à ses sources est pour chacun de nous une responsabilité à laquelle nous devons nous soustraire. À l'heure de la souveraineté retrouvée, le festival culturel Ogobanya cadre avec la vision des plus hautes autorités. En témoigne la présence du Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, et de plusieurs membres du gouvernement. À travers la tenue de ce festival, le peuple du Mali en général et le peuple Dogon en particulier donnent la preuve que le Mali est une puissance culturelle mondiale, résistante, résiliente et dynamique. Une terre d'accueil, un pays ouvert et qui ne cédera pas face au chantage, aux intimidations, à l'obscurantisme qui menaçait d'oblitération la paix, les vivre ensemble, l'unité et l'intégrité du territoire national du Mali. La cérémonie a été mise à profit pour magnifier la fraternité entre le Mali et la Guinée par la présence d'une forte délégation guinéenne. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, après avoir visité quelques stands, a salué Dina Dogon pour la constance dans l'organisation du festival Ogobanya. Selon le chef du gouvernement, la culture joue un grand rôle dans l'avènement du Malikoura. Nous l'écoutons au micro du Cheikh Oumar Sangari. J'étais là il y a un an. J'ai magnifié en son temps la participation du peuple Dogon à la résistance anticoloniale en Afrique, particulièrement au Soudan, l'actuel Mali. Cette année, nous célébrons la première année de la souveraineté retrouvée. Quand j'ai regardé les images, ça m'a rappelé mon discours de l'année passée. Le rôle que ce peuple a joué dans la résistance coloniale. Mais aussi leurs invités d'honneur, les peuples Keltamachek. Vous savez, l'une des grandes batailles que nous avons gagnées dans l'histoire, c'est la bataille de Takubao. C'était des Keltamachek aussi. Donc c'est comme un heureux hasard de l'histoire qui fait que ces deux peuples se retrouvent ici aujourd'hui. Vous rappelez aussi que notre président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le premier décret qu'il a signé en 2023, c'est le décret portant
nomination des trésors humains vivants au Mali. C'est des hautes personnalités qui ont marqué notre histoire par leur connaissance, leur médiation. Là aussi, vous avez un fils Dogon, Kodjo. Vous savez, il y a un concours de circonstances qui fait que je me suis retrouvé comme si c'était, au nom de tous les Maliens, la fête de tout le monde. Je voudrais donc les féliciter pour les messages d'encouragement, les messages d'unité, les messages de cohésion nationale. Les populations de la zone sahélo-saharienne doivent à présent bénéficier de grandes réalisations de l'initiative de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Modibo Kone. C'était ce matin lors de la cérémonie d'ouverture du séminaire résidentiel des experts et partenaires de l'agence. Ce cadre d'échange est un mécanisme mis en place pour évaluer les acquis et planifier les perspectives. Reportage Jules Sambo Sissoko. Le séminaire résidentiel annuel de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte regroupe tous les experts de l'agence, des pays membres et des partenaires techniques et financiers pour faire le bilan de l'année écoulée, partager les expériences et faire une planification et des perspectives. Ce cadre d'échange permet une validation des programmes nationaux, mais aussi une évaluation des résultats atteints, la consolidation des acquis de 2022, la revue des principales contraintes rencontrées et les partenariats à développer pour la mise à l'échelle des interventions. La Grande Muraille Verte est l'expression de 11 États sahélo-sahariens dans la lutte face aux défis environnementaux et climatiques, avec l'appui précieux des institutions et partenaires techniques et financiers, dont la BAD. Au niveau de la Banque africaine de développement, je crois qu'il y a un engagement extrêmement important qui a été pris il y a quelques années lors du sommet sur le World Planet Summit, 6,5 milliards en faveur de l'agenda de la Grande Muraille Verte. Et depuis lors, il y a un certain nombre d'initiatives et de programmes qui sont en train d'être mis en œuvre. Nous travaillons main à main avec l'agence sur un certain nombre de cadres de programmes de renforcement institutionnel pour l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, mais aussi avec un certain nombre de pays, dont le Mali, le Niger, le Tchad, le Soudan et l'Érythrée. Créée en juin 2010 au Tchad, l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte doit passer aux réalisations d'envergure au profit des populations, a indiqué le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Modibo Kone. Aujourd'hui, la bande a besoin de quoi? La bande a besoin de se nourrir, la bande a besoin d'infrastructures, la bande a besoin de se reverdir. Qu'est-ce que nous avons fait depuis quelques années? Pour moi, ce séminaire résidentiel devrait être l'objet d'aller visiter les infrastructures et programmes entamés au Mali. Il n'y a que des actions sommaires, timides, que je ne peux pas appeler programme. À ma qualité de bailleur de fonds traditionnels, quand on doit parler d'investissement, quand on doit parler d'infrastructure, ce que je vois venir ne peut pas être objet à parler du développement des populations. Les travaux de ce séminaire résidentiel à Bamako vont durer 5 jours. Ce communiqué dans le cadre de la gestion de l'identification légalement obligatoire de tous les usagers du fixe, du mobile et de l'Internet en République du Mali. L'autorité malienne de régulation des télécommunications et des postes exhorte les clients à se rapprocher de leur opérateur de télécommunications ou de leur fournisseur d'accès à Internet pour s'assurer de leur identification correcte et ou à défaut pour s'informer des modalités pratiques d'établissement ou de régularisation de cette identification. La MRTP informe le public que les 3 opérateurs de télécommunications et tous les fournisseurs d'accès à Internet présents au Mali ont l'obligation de se mettre à la disposition de tous les clients et, si nécessaire, de les démarcher pour les informer et les aider en matière d'identification préalable pour disposer des services mobiles, fixes et Internet, ainsi que sur les conditions d'accès aux 10 services et de conservation des 10 services. L'identification des clients des services fixes mobiles et Internet dans le respect des normes NINA est un impératif légal
et une exigence pour la sécurité de chacun et du pays. La MRTP invite chaque usager des services commerciaux, des opérateurs de télécommunications et ou des fournisseurs d'accès à Internet à se munir de son numéro d'immatriculation NINA ou de tout document officiel comportant son numéro d'immatriculation pour authentifier son identification par son opérateur. Ce dernier informera et aidera ses clients ne disposant pas d'une immatriculation NINA pour qu'ils en disposent, et ce, dans les meilleurs délais. La MRTP, en relation avec toutes les parties prenantes, État, opérateurs, FAI, association de consommateurs notamment, suit avec précision le déroulement à partir du 1er février 2023 du processus légal et réglementaire de régularisation de l'identification des usagers de la téléphonie et de l'Internet. À cet égard, la MRTP rappelle que chaque usager peut légalement disposer de 3 cartes SIM par opérateur. Tout usager disposant de plus de 3 cartes SIM auprès d'un opérateur peut librement choisir les 3 numéros qu'il veut conserver. Les travaux de l'atelier d'appropriation du contenu du guide pratique de gestion des crises et catastrophes ont démarré ce lundi à Bamako, organisé par le département de la sécurité et de la protection civile. La rencontre regroupe les participants venus des régions et de Bamako. Reportage Sokona Kamisoko. Le guide pratique de gestion de crise et catastrophes est un document d'une 60aine de pages. Il a été conçu par le ministère en charge de la sécurité en vue de répondre aux besoins liés à la protection des populations et leurs biens. Après sa validation, les acteurs en charge de la question s'approprient le contenu du guide. On parle de paix, parle quand même de gestion des risques et de gestion des catastrophes. C'est dans ce cadre que l'école s'est jointe au SECOGEC pour la production de ce guide pratique. L'école a un module de formation qui est dédié en fait à la gestion des risques et des catastrophes. Et en la matière, il y a tellement de choses à dire que nous sommes en train de développer un master carrément dans le domaine. Et ce master se fera en collaboration avec l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. Ensuite, la Direction générale de la protection civile et avec les SECOGEC bien sûr. Le département de la sécurité et de la protection civile attend beaucoup de ces sessions de formation. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile dispose d'un instrument adapté permettant une meilleure coordination entre les forces de sécurité au bénéfice, bien entendu, des populations. Toute chose qui est sans nul doute la manifestation de la volonté des plus hautes autorités de la transition. Je vous invite à beaucoup de rigueur et d'assiduité durant ces 5 jours afin que les résultats escomptés soient efficacement atteints. Le guide pratique de gestion de crise et catastrophes a été réalisé grâce à l'appui technique et financier de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche. Ce communiqué, le Haut Conseil islamique du Mali condamne avec la dernière énergie l'acte blasphématoire contre l'islam du leader du parti d'extrême droite suédois qui a brûlé une copie du Saint-Coran. Le Haut Conseil islamique du Mali s'est fait observer que la construction de la paix mondiale ne se fera pas avec des actes de haine et des propos consistant à dire que brûler le Coran relève de la liberté d'expression. Un autre communiqué, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation du croissant lunaire à l'honneur de la Lune, à l'honneur d'informer la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Rajab ou Rajabakalo a été aperçu le dimanche 22 janvier 2023 dans plusieurs localités du pays. En conséquence, le mois lunaire Rajab ou Rajabakalo débute au Mali ce lundi 23 janvier 2023 sur toute l'étendue du territoire national.
Ériger le cercle d'Ansongo en région, la question était au centre d'une rencontre organisée à Bamako ce week-end par la coordination Irganda de la localité. Une déclaration relative à cette doléance lue avec des arguments a été rendue publique. Les organisateurs entendent faire parvenir une copie de cette déclaration aux plus hautes autorités. Nkoum Sissoko a suivi la rencontre. Ériger le cercle d'Ansongo en région, c'est un vœu ardent de la société civile de la localité qui a du reste organisé à Ansongo une grande marche le 12 janvier dernier pour porter haut cette requête. Ainsi, la coordination Irganda du cercle a tenu une rencontre ici à Bamako, au cours de laquelle une déclaration sur la demande a été lue. Ansongo mérite d'être érigé en région pour les raisons plus qu'évidentes. Une population de plus de 225 841 habitants et une superficie de 23 614 km². Ansongo, issu de l'Empire Songhai, riche de son histoire, de son économie, de sa culture. Après des discussions autour de la déclaration, les participants ont mis un accent sur les dispositions à prendre pour plus de sécurité dans la zone, gage d'un développement stable. Il a été proposé d'organiser à Ansongo, sous l'égide du chef de village d'Ansongo, une rencontre avec tous les chefs de village et leaders locaux, avec les forces de sécurité, une journée de réflexion pour que les populations prennent des mesures sécuritaires au niveau du cercle de chaque commune et de chaque village. Les acteurs de la société civile d'Ansongo comptent poursuivre les actions afin de faire parvenir aux plus hautes autorités leurs doléances pour suite à donner. Dans le cercle de Nyono, Médecins sans frontières accompagne les acteurs de la santé dans la prise en charge des enfants de moins de 15 ans et des femmes enceintes. L'ONG vient de lancer les travaux de construction d'un nouveau centre de santé pour un coût de réalisation d'environ 230 millions de francs CFA au quartier C3 de Nyono. La cérémonie dépose la première pierre avec Fousseni Samaki. Bientôt fini les tracasseries des populations du quartier C3 et environ de Nyono pour un accès facile aux soins de santé. Médecins sans frontières vient de lancer la construction d'un nouveau CSCOM pour accompagner le ministère de la Santé dans la prise en charge des enfants de moins de 15 ans et des femmes enceintes. Cette infrastructure qui sera bâtie sur une superficie de 2500 m² a un coût de réalisation de près de 230 millions de francs CFA. Permettre une meilleure qualité de soins, offrir à la population, MSF s'engage dans plusieurs travaux de construction et la réhabilitation des services de santé du ministère de la Santé à Nyono. La réalisation de cette infrastructure va aussi permettre d'améliorer de façon considérable les conditions de travail des agents de la santé, pour qui connaît le rôle prépondérant qu'ils jouent dans le soulagement des souffrances de nos populations. C'est un défi à relever. C'est des bâtiments dont le délai contractuel est 5 mois et on tient vraiment à respecter le délai. Cette initiative de Médecins sans frontières est saluée par les responsables de la santé et autorités de Nyono. Au service public de santé, avec des résultats probants quant aux indicateurs en matière de santé dans le cercle. Depuis 2019, Médecins sans frontières accompagne 7 CSCOM du cercle de Nyono à travers la réhabilitation ou la construction des infrastructures sanitaires. La dernière réalisation est la construction du CSCOM de Molodo pour un coût de 186 millions de francs CFA déjà opérationnel. Construire des infrastructures scolaires et appuyer les écoles et les élèves, telles sont les actions de Caravan to Class, une association humanitaire américaine en région de Tombouctou. Les 3 salles de classe de Bokiat viennent d'être remises officiellement aux autorités scolaires et régionales au Artiem Tombouctou. Idrissa Goulou Sissoko et Shirfi Moulaye. Grâce à Caravan to Class, les enfants de Bokiat, une bourgade située à quelques kilomètres de la ville de Tombouctou, étudieront aux côtés de leur famille. Cette association humanitaire vient de les offrir 3 salles de classe entièrement équipées avec latrines en vue de les éviter de parcourir de longues distances. Il faut dire que depuis 2010, Caravan to Class, en partenariat avec l'ONG Nordev, a construit et soutenu près de 18 écoles dans la région de Tombouctou. Nous remercions les partenaires pour tous les efforts. Remercions les populations également parce qu'elles ont accompagné également la construction
et tout le processus jusqu'à la fin. Nous sommes à notre 18e école depuis 2010 que nous accompagnons dans la région de Tombouctou. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'en plus de l'appui aux écoles, nous avons un volet très important qu'on a appelé Bourse Jackie, pour des filles de Tombouctou qui ont passé le bac et qui partent à Bamako, qui souvent sont très désœuvrées. Donc cette bourse leur permet non seulement d'étudier dans de bonnes conditions dans les universités privées, mais aussi ça leur permet en tout cas de pouvoir survivre au niveau de Bamako. Contribuer à l'éducation des enfants de la région de Tombouctou est tout simplement un élan du cœur. Je suis très content, ça fait 3 ans que je ne suis pas là, de revenir à Tombouctou, de voir l'école très bien faite. Je suis content d'être ici et j'espère de revenir l'année prochaine, Inch'Allah, avec une autre école. Les autorités scolaires et régionales se réjouissent de la construction de ces infrastructures scolaires et ont remercié le partenaire américain pour ce élan de solidarité en faveur de l'école malienne. Monsieur le gouverneur de la région a voulu faciliter cette mission pour vraiment faire une reconnaissance à notre partenaire Barry Hoffner, qui depuis 2010 investit dans le domaine de l'éducation dans la région de Tombouctou. Visite des salles de classe et remise de produits alimentaires pour les élèves ont mis fin à la cérémonie. Plus de 268 000 tonnes de riz paddy dans les zones de production de l'Office Riz Mopti sur une prévision de plus de 295 000 tonnes au titre de la campagne agricole 2021-2022. Ces chiffres ont été révélés lors de la session du comité de suivi du contrat plan État, Office Riz Mopti et producteurs agricoles. Idrissa Keita. Les réflexions de cette 3e année du 8e contrat plan État, officerie, Mopti et producteurs agricoles se focalisent sur les rapports d'évaluation finale de 2020 à 2022, l'état d'exécution des engagements des parties prenantes, mais également l'état de mise en œuvre des recommandations issues de la première session. Grâce aux efforts fournis par les parties prenantes, sur une prévision de 295 947 tonnes de riz, paddy, nous avons pu obtenir une production de 268 530 tonnes, soit un taux de production de 90%. Nous, on a un engagement à respecter. Le paiement de redevances, appelé fonds d'entretien. Ce que l'État donne, on donne notre part pour réaliser l'entretien des digues. Même si dans l'ensemble, il y a de quoi se réjouir, cependant, des efforts restent à déployer. La persistance de l'insécurité dans la région qui a tout d'abord conduit au sabotage de la station de pompage, du périmètre moins de Soufara et l'ouvrage de prise du casier de Torokoro, les difficultés d'accès de bon nombre de producteurs à leurs parcelles. En termes de mobilisation de fonds, malgré la conjoncture difficile, l'État a mobilisé plus de 3 milliards de francs CFA sur une prévision de plus de 5 milliards de francs CFA, soit 59,92% des objectifs d'envergure. Point Covid. Ce 23 janvier 2023, les services de santé ont enregistré un cas positif sur 218 tests réalisés, 0 patient guéri, 0 décès. Actuellement, 3 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Le parti Convention pour la République est désormais présent à Gao. Le bureau composé de 59 membres et dirigé par Abdourahmane Sissé a été mis en place ce dimanche pour un mandat de 5 ans. Le parti est présidé au niveau national par Abdoulaye Idrissa, ancien Premier ministre. Reportage Rakiatou Touré, Alassane Ahmadou. Tous les membres des sections et sous-sections de la région de Gao étaient présents à cette élection du bureau régional du parti La Convention pour la République. Et la mise en place du bureau s'est déroulée en présence d'une délégation venue de Bamako pour la circonstance. Nous accompagnons la transition dans toutes les activités. L'appel que j'ai à lancer aux militants de se donner la main, de travailler avec la cohésion, le social, l'équité, la fraternité et la justice. Élu pour une durée de 5 ans,
Le nouveau président du bureau régional compte sur l'appui des 59 membres pour relever les défis qui sont liés à l'implantation du parti sur l'étendue de la région de Gao. Le parti va vivre, mais il va vivre avec vous, avec votre accompagnement, avec votre engagement. Moi, je suis là juste pour guider. C'est ensemble que nous allons arriver. La jeune formation politique, la Convention pour la République, a commencé ses activités dans la cité des Askiens en 2021. Focus santé. Ce soir, il sera question de la chirurgie plastique. Il s'agit d'une vieille spécialité chirurgicale qui s'intéresse à la réparation ou au remodelage d'une partie du corps humain. Le corps est reconstruit à la suite d'un accident, d'une maladie ou suite à une malformation apparue dès la naissance. On en sait plus avec Barakissa Ouattara et Souleymane Diabaté. Mais avant, attention, ce reportage contient des images qui peuvent heurter la sensibilité de certains téléspectateurs. Le champ d'action de la chirurgie plastique est très vaste. On parle de réparation, de reconstruction, mais aussi de l'esthétique. C'est une spécialité chirurgicale qui est impliquée dans la prise en charge des difformités et la correction des défauts fonctionnels et l'amélioration de la beauté. Nous utilisons plusieurs champs d'action. Nous avons les pathologies congénitales, nous avons aussi les malformations, les difformités acquises. Nous travaillons de la tête jusqu'aux pieds. Cette chirurgie intervient donc pour restituer son intégrité au corps ou au visage afin que la personne puisse se reconstruire physiquement et moralement après un accident, une brûlure ou une morsure. Ça, c'était une morsure de serpent qui a été libérée, mais on a aussi recouvert avec... Là aussi, c'est une morsure humaine également qui a été mordue, il a coupé au niveau de l'oreille. Donc, il faut remplacer les cartilages. On cherche le cartilage de l'autre côté, ou bien au niveau de la crête iliaque, ou bien au niveau costal. Donc après, maintenant, on cherche à mobiliser des tissus pour pouvoir réparer. C'est comme ça que vous voyez que l'oreille a été reconstituée. Appelée encore chirurgie reconstructrice, elle intervient également pour corriger des déformations congénitales comme le bec de lièvre ou dans une reconstruction mammaire. Nous faisons aussi de la chirurgie mammaire. La chirurgie mammaire qui va être orientée sur plusieurs axes. Premièrement, la reconstruction après la mastectomie post-cancer du sein chez les femmes, qui aujourd'hui est en train de monter considérablement dans notre pays. Et nous avons ici des images qui nous permettent de reconstruire avec plusieurs techniques, soit avec du tissu autologue ou les produits synthétiques qui nous sont normaux. Vous voyez là maintenant, c'est une gigantomastie, une jeune dame de 26 ans qui avait des seins de plus de 1500 grammes. Et on a enlevé après 2500. Les deux associés, donc ça va être 2,5 kg. Elle a été libérée de ça, qui va provoquer des douleurs. Et vous voyez les résultats avant et les résultats post-opératoires. S'il est possible de réduire le volume des seins, il est aussi possible de l'augmenter. La liposuction, qui consiste à enlever la graisse de l'abdomen, est une des interventions sollicitées dans la chirurgie plastique. Il y a beaucoup de gens qui ont une accumulation de graisse au niveau de l'abdomen qui veulent aussi se débarrasser. On a plusieurs techniques par rapport à ça. Nous avons la liposuction pure. Là, on fait une extraction de la graisse, comme vous pouvez voir ici, à partir de 3 points de moins de 0,50 cm chacun. Et là, nous introduisons des canules qui nous permettent d'aspirer après avoir fait une lipolyse mécanique ou en cas où vous avez la machine, vous pouvez voir. Chez celle-là, on a pu enlever au moins 1500 ml de graisse. Ces interventions ne constituent qu'une partie de la chirurgie plastique. Chaque branche utilise des techniques propres qui permettent de façonner, modeler le corps pour donner le plus possible l'apparence normale à la personne. Sport football. Le Mali joue ce mardi son match de qualification pour les quarts de finale du CHAN 2023 contre la Mauritanie. Après le nul face à l'Angola, les aigles locaux sont déterminés à poursuivre l'aventure, toute chose qui passe forcément par un bon résultat face à la Mauritanie. Dans le nid des aigles, la concentration est de mise. Les enjeux de la rencontre avec nos envoyés spéciaux Isaac Chinou et Aboukouné. Après une sortie quelque peu ratée lors de la première rencontre, les aigles locaux jouent ce mardi leur survie dans la compétition. Face à la Mauritanie, les protégés Noundianais, au-delà d'avoir tiré les leçons du premier match, se disent conscients de ce qui les attend. C'est donc une équipe gonflée à bloc qui livrera cette rencontre face à son adversaire bien connu.
Les deux nations ont livré en 2022 2 matchs amicaux soldés par un nul et une victoire pour la Mauritanie. C'est là d'enlève rien à la détermination de Germain Berger et ses partenaires. Ici à Oran, le seul mot d'ordre reste la victoire. Le message est clair, hein, et les joueurs sont conscients de l'enjeu. On est obligé demain de faire un bon match si on veut se qualifier. Donc, je ne suis pas inquiet. Je pense que pendant tout ce temps que nous avons eu après le premier match, de discuter, d'échanger, de travailler, et nous espérons que demain, que les joueurs vont répondre présent. Côté mauritanien, le message est aussi clair. Battre le Mali est sorti pour la première fois d'une phase de groupe et du coup réaliser une première victoire en CHAN. Vous avez vu que quand même mon équipe est assez agressive dans le jeu et on ne fait pas de cadeaux à l'adversaire. C'est l'équipe qu'on a, on est formaté, mes joueurs là, sont formatés à être dans une mission où on ne doit rien lâcher. Et si je faisais autant d'éloges de cette équipe-là, je leur ferais des cadeaux en me marquant des buts. Donc je ne fais pas de cadeaux, je fais de cadeaux à personne. Au contraire, je respecte l'adversaire, c'est tout à fait logique. Il faut savoir respecter l'adversaire, il faut être gentleman. Mais quand je suis sur un terrain, je fais tout pour gagner. Ce qui est sûr, le Mali n'attend pas rester à si bon chemin. Cette déclaration de condamnation, c'est avec une profonde indignation et affliction que le collectif des associations musulmanes a appris la triste nouvelle que lors d'une manifestation anti-turque à Stockholm, le leader du parti d'extrême droite danois Stramkurs, animé d'une islamophobie viscérale, a brûlé un exemplaire du Coran, le livre saint des musulmans. Le collectif des associations musulmanes du Mali condamne avec fermeté l'auteur et les commanditaires de cet acte ignoble qui n'est fait honneur à aucune religion révélée et qu'aucune idéologie ni aucune cause ne saurait justifier. Le collectif invite la communauté musulmane à ne pas tomber dans le piège de la provocation et à demeurer sereine derrière les symboles de l'islam. Le professeur Niamato Diarra, ancien ministre de la Deuxième République, n'est plus. Il est décédé le 20 janvier à l'âge de 83 ans. Ses obsèques ont eu lieu le dimanche. Il a été accompagné à sa dernière demeure par les parents, amis et collaborateurs au cimetière de Kati. C'était en présence de 3 membres du gouvernement qui ont présenté au nom du président de la transition les condoléances de la nation à la famille de l'illustre disparu. Boubacar Babli Touré, compte rendu. L'histoire retiendra que c'est le 20 janvier 2023, marquant le 62e anniversaire de l'armée malienne, que le professeur Niamato Diarra a tiré sa révérence à l'âge de 83 ans. Ancien ministre sous la Deuxième République et professeur de mathématiques, qui était réellement Niamato Diarra? Né en 1940 à Donnebougou, Kati, Niamato Diarra est arrivé à Kati en 1948 pour ses études primaires. En 1954, il est parti à Banankoro, puis à Diré pour les études secondaires. En 1951, il est envoyé à Sébikotane, dans la célèbre école William Ponty au Sénégal, école fédérale. En 1960, à l'école normale de Katibougou. Nous sommes déjà année indépendance. En 1962, il fut admis au bac au lycée Terrasson de Fougères, l'actuel lycée Askia Mohamed. Septembre 1962-1967, il obtient le 2A en mathématiques appliquées à Tours, ville de France, puis à Caen, toujours en France. En 1967-1969, il est professeur assistant à l'université de Caen en France. Comme quoi. En 1969, professeur à l'école normale supérieure ENSUP. En 1974, il défend sa thèse en algèbre au Canada. En 1974, il prend donc volontairement les élèves du lycée Prosper Camara où il y avait une crise, disons un manque de professeurs de mathématiques, dévouement. En 1979, 88 à 81, il est conseiller
au ministère de l'Éducation nationale, 1985, M. Niamato Diarra est conseiller spécial du président de la République. 1989-91, il est ministre de l'Information et des Communications. Derrière ce parcours reluisant de l'Ulysse disparu, ses amis et collaborateurs retiennent de lui un homme humble, sage et courtois. Comment parler d'une personne qui fut pour moi à la fois un professeur, plus que cela, un maître. Le professeur Niamato Diarra a formé des centaines de professeurs de mathématiques à l'école normale supérieure, des centaines d'étudiants, dont des docteurs à la faculté des sciences et techniques. Il a contribué à la formation de centaines de médecins, de centaines de pharmaciens à l'école nationale de médecine et de pharmacie. Niamato Diarra est un homme d'une intégrité morale et intellectuelle difficile à égaler. Un homme que le sens de la mesure en toute chose habitait. Un homme immensément bon. Ce professeur émérite de mathématiques et commis de l'État qu'il fut, le professeur Niamato Diarra repose désormais au cimetière de Kati. Il laisse derrière lui une veuve, 6 orphelins, des amis et collaborateurs inconsolables. Dors en paix, professeur. Que son âme repose en paix. Et c'est la fin de cette édition. Retrouvez à 23h à Abdul Karim Kaba. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain 20h, Inch'Allah, pour d'autres informations. Merci et bonsoir.